Quatrième 6 de... Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Dans le cadre de la journée spéciale organisée par Europe 1, Franck Ferrand a choisi de nous parler des 23 prédécesseurs de François Hollande à l'Élysée. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un seul président de la Deuxième République, un chef de l'exécutif et 13 présidents de la Troisième République, 2 de la Quatrième, 6 de la Cinquième. Cela fait bien 23 locataires de l'Élysée avant l'actuel. C'est donc une belle galerie de portraits que je vous propose de parcourir en compagnie de Guillaume Perrault. Guillaume Perrault, journaliste politique au Figaro et maître de conférences à Sciences Po. Il a publié chez First Les présidents de la République pour les nuls avec Arnaud Folch. Il sait tout de nos présidents, des bourdes de MacMahon aux pudibonderies de Doumer, de la munificence d'un Félix Faure aux fréquentations d'un Georges Pompidou. Je vous signale aussi que vers la fin de l'émission, nous aurons en ligne Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, pour évoquer évidemment tous les présidents qu'il a lui-même connus. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un peu plus d'un an, j'ai passé du temps à l'Élysée pour le tournage d'un numéro spécial de l'Ombre d'un doute sur France 3 consacré au premier des palais de la République. Et à cette occasion, j'ai été frappé par 3 aspects. D'abord, la taille relativement réduite des lieux. Comparé au Kremlin ou à la Maison Blanche, ce bel hôtel parisien fait un peu figure de bicoque, disons-le. Finalement, on en fait assez vite le tour, surtout si l'on fait abstraction des ailes où s'entassent les collaborateurs du chef de l'État. Si on se concentre sur la partie noble de la demeure, eh bien ça ne fait guère qu'une dizaine de pièces à chaque étage. Ensuite, j'ai été frappé par la proximité de ce cœur du pouvoir avec la ville. Il faut vous dire qu'on entend très bien Paris depuis l'Élysée. On entend bourdonner la capitale derrière ses murs et le jardin est incroyablement mêlé au quartier verdoyant du bas des Champs-Élysées. Et enfin, c'est ce qui m'a personnellement le plus marqué sans doute, l'histoire est encore très présente dans ces lieux. On croit apercevoir Félix Faure dans le salon d'argent, le président Auriol dans la bibliothèque, le général de Gaulle en pleine conférence de presse dans la salle des fêtes. On conserve partout le souvenir des occupants des 3 républiques, des 3 régimes, mais aussi des occupantes et d'avant la République. Je pense à Madame de Pompadour, à Caroline Bonaparte ou à l'impératrice Eugénie, bien sûr. À l'époque, je me suis fait la remarque suivante. Les présidents de la Ve République font partie intégrante de nos références au quotidien. On évoque constamment le général de Gaulle et François Mitterrand, mais aussi régulièrement les présidents Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac et Sarkozy. Alors que les présidents des 2 régimes précédents, eux, ne font pas partie des références communes aux Français. On ne dit presque jamais « c'était du temps de Loubet ou de Mitterrand ou de Coty ». Alors ça tient sans doute à la place limitée réservée aux présidents des 3e et 4e Républiques. Les constitutions leur donnaient un rôle qui était essentiellement honorifique. C'était une fonction alors surtout officielle et le pouvoir réel se partageait entre le Parlement et le président du Conseil. Mais il y a, me semble-t-il, une autre raison à cela et c'est la personnalité souvent discrète de ceux qui se sont succédés à l'Élysée. Pour un Faure, pour un Poincaré, combien de Fallières, de Deschanel ou de Lebrun ? Ce que je vous propose dans l'heure qui vient, c'est justement de faire un peu mieux connaissance avec chacun d'entre eux et de mettre en avant, avec Guillaume Perrault, les aspects saillants des différentes présidences. Vous allez voir que Jules Grévy valait peut-être mieux que ce que l'on a retenu de lui à la suite du scandale qui l'a forcé à démissionner. Vous allez voir que les présidents Sadi Carnot et Paul Doumer n'ont pas attendu d'être assassinés pour entrer dans l'histoire et que l'on a trop tendance à négliger sans doute dans notre histoire récente l'empreinte d'un Gaston Doumergue et celle d'un Vincent Auriol. Certes, nos présidents Il faut dire que ce sont souvent de grands bourgeois austères, empêtrés dans leur redingote noire. Nos présidents n'ont pas l'éclat des rois et des empereurs, héros de l'histoire, aux uniformes chamarrés. Mais s'ils prennent moins bien la lumière que Louis XIV, s'ils s'expriment moins fortement que Napoléon, la plupart d'entre eux gagnent à être connus. C'est en tout cas ce que nous allons essayer dans l'heure qui vient de vous donner.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et Franck, vous accueillez à l'occasion de cette émission spéciale consacrée au président de la République, Guillaume Perrault, qui est journaliste politique au Figaro et maître de conférences sur les institutions politiques à Sciences Po. Bonjour Guillaume Perrault. Bonjour Franck. Je suis en train de feuilleter ces présidents de la République pour les nuls que vous publiez avec Arnaud Folch. Et à la page 51, je tombe sur l'Élysée aujourd'hui, visite guidée du Palais des Présidents. Alors effectivement, je reconnais tout ce que j'ai vu l'année dernière dans la visite que vous nous proposez. Avec en contrepoint, et c'est le grand intérêt de ces éditions pour les nuls, c'est que c'est bourré d'encadrés, de références, vous mettez des coups de projecteur. Et là, notamment, Victor Hugo nous raconte le premier dîner à l'Élysée. C'est assez drôle quand on sait ce qui va advenir de Victor Hugo par la suite. En effet, Victor Hugo n'a pas l'air vexé du tout d'avoir été invité à la table du nouveau président de la République. Après tout, il était père de France. Qui était Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon, il vient d'être élu. C'est notre premier président, le premier de nos 24 présidents de la République. Il est élu en décembre 1848 et à peine installé à l'Élysée, ce sont les députés qui lui attribue cette demeure. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, et Napoléon, et Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier avaient vécu aux Tuileries, qui était le palais du pouvoir au cœur de Paris. Depuis la Révolution française, c'était redevenu le palais des rois. Et puis, évidemment, après la Révolution de 1848 et l'installation de cette Deuxième République, on ne veut plus des Tuileries. On va envoyer les présidents, enfin, le seul président de la Deuxième République, puisque très vite, il va transformer le régime en empire, il va restaurer l'Empire et il retournera du coup aux Tuileries. Mais on l'installe dans un premier temps à l'Élysée et c'est une mesure vexatoire au départ. Le but est de bien lui montrer qu'il est un peu le primus inter pares. Il n'est pas du tout question de réinstituer un régime monarchique en vérité. Absolument, puisque la constitution de la Deuxième République est un peu inspirée des institutions américaines. Le Congrès passe avant le président à l'époque aux États-Unis. Dans la France de 1848, c'est censé être la même chose. Et donc l'Assemblée nationale, assemblée unique, en 1848, entend indiquer au président que c'est d'elle qu'il tire une partie de sa légitimité. Mais en fait, il va y avoir très vite un conflit de légitimité puisqu'il a écrasé ses rivaux à l'élection présidentielle et qu'il a eu 74% des voix au premier tour, ce qui n'est pas prêt de se renouveler dans notre histoire politique. On connaît la suite, le coup d'État de décembre 1851, le plébiscite qui va cimenter l'Empire, restaurer, ce sera donc le Second Empire, jusqu'à l'effondrement de Sedan en 1870. Alors là, période extrêmement floue puisque les lois fondamentales du nouveau régime, qui sera donc la Troisième République, ne datent que de 1875, c'est-à-dire extrêmement tard en fait. Pendant 4 ans et demi, c'est-à-dire du début de 1871 à 1875, on ne sait pas exactement quelle est la nature du régime, on se garde bien de le définir ce régime. Du reste, il y a quand même un chef de l'exécutif qu'on peut considérer un peu comme notre deuxième président de la République, c'est Monsieur Thiers, le petit Monsieur Thiers. Oui, effectivement, en février 1871, l'Assemblée nationale qui vient d'être élue par les Français pour faire la paix avec Bismarck est dominée par les monarchistes, eux-mêmes divisés entre orléanistes et légitimistes. Alors, ils se mettent d'accord sur le nom de Monsieur Thiers, comme on l'appelait à l'époque. Ancien Premier ministre de Louis-Philippe. Ancien Premier ministre libéral, et qui avait dénoncé la guerre de 1870 à la tribune du corps législatif, en juillet 1870. C'était son fait d'armes. C'était son fait d'armes. Donc il fait figure de vieux sage, il doit avoir 72 ans, 73 ans environ. C'est donc un homme d'âge mûr. On lui donne le titre de chef du pouvoir exécutif de la République française. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Enfin, on dit de la République française. On le dit quand même, oui. Mais ça traduit une certaine gêne. On ne veut pas s'engager sur la nature du régime, vous l'avez souligné, Franck. Et donc, on remet à plus tard les questions qui fâchent. Dans l'immédiat, on fait la paix avec Bismarck. On écrase, hélas, dans le sang, la Commune au printemps. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, la nature du régime. Alors, Thiers, lui, se rapproche des Républicains. Quoique orléaniste le cœur, il se rapproche par réalisme politique des Républicains modérés comme Grévy, qui était président de l'Assemblée à ce moment-là. Il lance cette phrase fameuse « La République sera conservatrice ou ne sera pas ». Et il finit par être sèchement remercié par ses amis monarchistes en 1873. Il faut dire qu'on est toujours à ce moment-là à Versailles. À cause de l'insurrection de la Commune, tous les corps constitués, les administrations, bien sûr le gouvernement et donc le chef de l'État se sont installés, enfin le chef de l'exécutif se sont installés à Versailles. Très vite, c'est le président MacMahon qui revient à l'Élysée, lui dès 73. Les assemblées parlementaires, enfin dans un premier temps l'Assemblée et puis très vite les deux chambres vont rester
rester à Versailles jusqu'en 1879. C'est-à-dire qu'il y a cette longue période, pendant 9 ans, la capitale de la France redevient Versailles, en vérité. Absolument. MacMahon est le premier élément, le président de la République, à se réinstaller à l'Élysée, en effet, dès son élection en 1873. Alors, vous savez que... Encore un monarchiste, entre parenthèses. Encore un monarchiste, prince de Solferino. Et il est élu en 1873 président de la République suite au refus du comte de Chambord d'accepter le drapeau tricolore. Ouais. Donc le compromis, le bricolage en fait, le bricolage temporaire continue. Et MacMahon est désigné pour 7 ans et on adopte la fameuse loi du septennat qui va devenir une tradition. En 1873, on lui confie le pouvoir exécutif pour 7 ans. Et en fait, cette tradition du septennat que nous allons avoir, dans lequel nous allons vivre et baigner... Pendant 120 ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est un calcul sur l'espérance de vie du comte de Chambord. En attendant, disait-on, que Dieu ouvre les yeux du comte de Chambord ou qu'il les lui ferme à jamais. Exactement, très belle formule, à la fois distinguée et en même temps un peu réaliste, un peu sévère, puisque le comte de Chambord n'avait pas d'héritier mâle et à son décès, la couronne serait passée mécaniquement au comte de Paris et au prétendant au trône de France. Alors, en attendant, le régime républicain va quand même s'installer et le premier président de la République vraiment républicain, on a donc compris qu'il y a eu autrefois le prince Louis-Napoléon Bonaparte, ensuite Adolphe Thiers, puis Patrice de MacMahon, mais le premier vrai président de la vraie République, si j'ose dire, c'est Jules Grévy. Donc. Alors, en ce qui le concerne, il est franc-comtois, c'est un avocat, il a été opposant au Second Empire, il a même eu Alfred de Musset dans sa clientèle, pour l'anecdote, et lorsqu'il est élu président de la République, il accepte un rôle assez effacé, non pas une potiche comme on le dit parfois méchamment des présidents de la Troisième République, car aucun n'a été une potiche. Tous ont eu une autorité morale, une influence dans certaines circonstances. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'il adresse un message aux députés et aux sénateurs dès son élection, en disant « Je n'entrerai jamais en conflit avec la volonté nationale exprimée par le Parlement français ». Donc il accepte un rôle second par rapport au Parlement qui va devenir le cœur du pouvoir jusqu'en 1940. C'est un président assez marquant, Jules Grévy. Problème, il a un gendre difficile et ça va lui causer de très gros ennuis. Il va même être obligé de quitter l'Élysée. Franck Ferrand sur Europe 1. Gendre, c'est interprété par Aimé Donia sur Europe 1. Et à l'occasion de la journée spéciale François Hollande, 1 an après, Franck Ferrand, vous consacrez votre émission au président de la République. Monsieur Jules Grévy, 3e président de la 3e République, a malheureusement pour lui un gendre, Wilson, qui fait de drôles d'affaires dans son dos. Guillaume Perrault. Effectivement, quel malheur d'avoir un gendre. Oui, n'est-ce pas ? Exactement, puisque l'homme qui a épousé sa fille unique et chérie a un bureau à l'Élysée et fait trafic de décoration et trafic d'intervention, trafic d'influence, disons-le, en tout genre. Ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il va être condamné en correctionnel et il obtiendra une relaxe en appel et il sera ultérieurement réélu par les députés, par les électeurs, ce qui veut dire que les Français à l'époque, comme députés, ce qui veut dire que les Français à l'époque n'étaient vraiment pas rancuniers, les électeurs. Il passait l'éponge. On a vu des cas beaucoup plus récents du même phénomène. En effet, il y a une tradition parfois de prime à la casserole, comme on le dit. Quoi qu'il en soit, Grévy refuse le plus longtemps possible de désavouer expressément son gendre et finalement, il est contraint à la démission alors qu'il venait d'être réélu pour un 2e mandat. C'est amusant parce que lorsqu'on pense rapidement à cette longue période de la 3e République, qui va donc durer 70 ans, on a l'impression que tous ces présidents se succèdent dans une sorte de bonhomie, que ça ne pose aucun problème. En fait, si vous regardez bien, c'est bourré de problèmes, de scandales, de meurtres aussi. Le successeur de Jules Grévy, Sadi Carnot, est assassiné. Absolument, il est assassiné à Lyon par un jeune anarchiste italien, Caserio, qui lui reproche notamment d'avoir refusé la grâce d'un anarchiste qui avait lancé une bombe dans l'hémicycle de la Chambre des députés, Vaillant, en 1893, en dépit de l'intercession de l'abbé Lemire, qui était une figure politique de l'époque, qui avait été blessé. Et Sadi Carnot considère qu'un geste de clémence serait interprété comme un acte de faiblesse et encouragerait le terrorisme. Il refuse la grâce de Vaillant, qui est condamné à mort, est exécuté, et lui-même, le président de la République, tombe sous les coups de Caserio. Il repose au Panthéon.
Ça a été un choc, ça, dans l'opinion. Est-ce qu'on peut dire que ça a un peu consolidé d'une certaine façon l'institution présidentielle? Parce que, enfin, le peuple s'est senti proche de son président, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'alors. Il y a eu un deuil profond dans le pays, en effet. Une cérémonie officielle organisée, puisque le corps du président défunt est donc emmené en grande pompe au Panthéon. C'est le seul de nos présidents, à ma connaissance, qui repose au Panthéon. Et par ailleurs, ça va se traduire par une demande d'ordre de l'opinion, de sorte qu'on va élire, les parlementaires vont élire après Sadi Carnot, un homme à poigne qui va continuer à appliquer ce qu'on va appeler les lois scélérates, c'est-à-dire les lois qui, selon l'opposition, selon les anarchistes, restreignaient dangereusement les libertés individuelles. L'homme à poigne, c'est Félix Faure. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait le président Soleil, lui? Président Soleil parce qu'il est très sensible aux honneurs, au faste, aux marques d'égard, et que par ailleurs il porte beau et que c'est une sorte de playboy. Quand l'Élysée se prend pour la cour de Versailles, écrivez-vous dans les présidents de la République pour les nuls, et vous nous donnez le menu d'un des banquets de ce président Soleil. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de faste à l'Élysée à ce moment-là. Et puis, comme à Versailles d'ailleurs, lorsqu'on entre dans les appartements privés, il se passe des choses pas toujours très recommandables, puisque on dit que le président Faure serait mort dans les bras de sa maîtresse, Meg Stenel. En effet, il n'est jamais bon de coupler un aphrodisiaque avec du champagne. Et le président de la République a surestimé ses forces et il a été rappelé à Dieu peu après cet effort inconsidéré. Vous connaissez le mot évidemment très cruel de Clémenceau. Il voulait être César, il a fini Pompée. Clémenceau n'en manquait pas une. On peut au moins lui reconnaître un grand humour. Il aurait bien aimé être président de la République, lui, mais il se trouve qu'en 1920, c'est Paul Deschanel qui a été élu. Alors, Paul Deschanel, est-ce qu'il était aussi fou qu'on l'a dit ? Alors c'est difficile de trancher, il était instable, cyclotimique, il était en proie à des accès d'émotivité qui ne cadraient pas du tout avec sa fonction. Il a été élu en 1920 triomphalement contre Clémenceau, qui est humilié. Et pour cause, parce que Clémenceau s'était fait tellement d'ennemis dans la classe politique que, entre nous, moi j'aurais été parlementaire en 1920, je pense que j'aurais pas voté pour Clémenceau, donc on peut comprendre ce qui s'est passé, mais lui il l'a très mal vécu en tout cas, le perd la victoire. Absolument, il démissionne de son mandat de parlementaire, il claque la porte, quitte la vie politique et va écrire ses mémoires, chasser le tigre en Inde. Le vieux tigre blessé va lécher ses blessures en quelque sorte. Exactement, et quant à Deschanel, il s'installe à l'Élysée, mais ça va ne durer que 8 mois, puisqu'il y a cet incident célèbre où, en train, partant inaugurer un monument aux morts... À Moulins ? Dans la Loire, je crois, ou le Loiret, il va ouvrir le bastingage un peu trop bas et, dans un tournant, pendant la nuit, se pencher pour respirer l'air pur et tomber. Et on va ensuite chercher le président de la République. Qui est tombé du train. Ça fait mauvais effet quand même. Et il va devoir se présenter aux gardes-barrières en pyjama et il va voir les mains blanches du président, les pieds propres, les mains manucurées. Et donc ce brave garde-barrière, en entendant cet homme un peu farfelu lui dire qu'il est le président de la République, se dit après tout, c'est peut-être vrai. Et donc il appelle les gendarmes, qui appellent le sous-préfet, qui accourt consterné. Alors ça, c'est tout le folklore de ces présidents de la Troisième. Mais il y a quelques figures qui ont essayé, j'ai parlé de Raymond Poincaré tout à l'heure, qui ont essayé d'avoir un rôle plus important que celui que la Constitution leur attribuait. Et je pense évidemment à Alexandre Millerand, qui lui entre littéralement en révolte contre les institutions. Voilà, alors Millerand, il a eu un drame, c'est qu'il avait eu les pleins pouvoirs en Alsace-Lorraine. Après 1918, il était haut-commissaire. Et donc, il a eu beaucoup de mal à se limiter à un rôle assez effacé. Une fois élu président de la République en 1920, président élu par la droite, il va s'efforcer de revaloriser la fonction, il va réclamer à corps et à cri de nouveaux pouvoirs pour le président et surtout, il commet une grave erreur en 1923 dans un discours à Évreux. Il intervient dans la campagne législative qui s'annonce pour l'année suivante et il fait connaître quel serait le bon choix de son point de vue, c'est-à-dire voter pour la droite. Or, la gauche gagne les législatives, le cartel des gauches domine à l'Assemblée, socialistes et radicaux, et leur leader, en particulier Édouard Herriot, refuse tout contact avec les personnalités sollicitées par le président Millerand, de sorte que Millerand est acculé à la démission. Ce qu'on appelle là une crise de régime. Une vraie crise de régime en 1924.
Alors, le successeur de Mitterrand va essayer de remettre un peu tout le monde d'accord. C'est le bon Gaston Doumergue, Gastounet. Et puis, le successeur de Doumergue, c'est Paul Doumer, grand administrateur colonial qui est, lui, originaire des origines très modestes. Un homme du peuple. Et c'est lui qui va être, pour la deuxième fois... Enfin, il est assassiné. C'est la deuxième fois qu'on assassine en France un président. Il y avait eu le président Sadi Carnot. Il y a donc Paul Doumer. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Et votre récit, Franck, est consacré aujourd'hui à l'assassinat de Paul Doumer. Il faut dire que le temps est maussade ce vendredi 6 mai 1932 à Paris. Il y a des petites éclaircies entre deux averses. Ça n'empêche pas la foule d'être venue nombreuse à l'hôtel Salomon de Rothschild, rue Berryer. On n'est pas loin de la place de l'Étoile, pour inaugurer le salon des écrivains anciens combattants. En 1932, vous voyez, on est encore dans le souvenir, évidemment, de cette grande guerre et les anciens combattants jouent un rôle tout à fait important. L'association, à l'époque, est dirigée par un écrivain célèbre, Claude Farrer, qui va bientôt devenir académicien. C'est un homme de grande classe. Il faut voir la tête qu'avait Farrer avec ce visage comme ça très inspiré, des traits qui font un peu songer à un Méphisto d'opéra. L'année précédente, en 1931 donc, le salon a été inauguré par le brave président Doumergue, dont nous venons de parler avec Guillaume Perrault, donc ce méridional à l'accent chantant. L'inauguration s'était déroulée de façon assez plaisante, mais dans un climat de confusion. Les organisateurs ont quand même regretté cette bousculade. Ils ont signalé au directeur de la police que les effectifs avaient été insuffisants. Le président de la République, a-t-on fait remarquer, ne devrait pas être ainsi mêlé à la population. Vous voyez quand même qu'on se méfiait un peu. Et le directeur en question, le directeur de la police, avait haussé les épaules et il avait dit « Que voulez-vous ? Il aime ça ». Et c'est vrai que l'ancien président adorait les bains de foule. Seulement, on a changé de président entre-temps, le mandat de Gastounet, comme l'appelaient familièrement les Français, est arrivé à son terme et le Congrès, réuni une fois de plus à Versailles, a donc élu Paul Doumer, grand commis de l'État, ancien gouverneur général de l'Indochine, qui a présidé la Chambre des députés, puis le Sénat. Oh, alors là, un homme, alors on parlait d'austérité, il ne fume pas, il ne boit pas, il mange peu, il était un peu rigide, il est d'une ponctualité incroyable. Doumer arrivait partout en retard. On disait que par rapport à l'agenda du président, il fallait toujours compter une demi-heure de plus. Ben là, c'est pas le cas. Lui est parfaitement à l'heure. Doumer est toujours là. Et dès 3h moins 20, alors que le président doit arriver à 3h pour l'inauguration, tout le bureau au grand complet, Claude Farrer en tête, est là sur le perron, prêt à accueillir la voiture présidentielle en provenance de l'Élysée. Quelques minutes auparavant, Farrer est remonté pour dédicacer un exemplaire de luxe de son dernier succès, qui s'appelle La Bataille, et l'a confié à sa femme, avec pour mission de le remettre en temps utile au président. Profitant de l'occasion, un visiteur s'est avancé. Il a tendu au maître un exemplaire ordinaire pour dédicace. « Quel est votre nom ?» a demandé Claude Farrer, qui était un peu pressé. Il voulait redescendre pour attendre le président. L'homme lui a tendu sa carte « Paul Brede », avec comme mention « écrivain journaliste combattant ». L'auteur a donc noté à Paul Brede en tout cordial hommage. Et puis, il a rendu l'ouvrage à cet homme étrange. Et puis, il est redescendu s'installer. En fait, ce Paul Brede s'appelle réellement Pavel Gorgoulov. C'est lui qui va assassiner le président Doumer. Dans la cour de l'Élysée, l'automobile du président se range près des marches. Doumer s'installe, il a l'air de bonne humeur, et la limousine s'en va. On quitte doucement la présidence, on est parfaitement à l'heure. On remonte vers Saint-Philippe-du-Roule. Le chef de l'État semble détendu, même s'il y a toujours cette espèce de gravité. En fait, la journée s'est bien passée pour lui. On imagine que dans la voiture, il pense peut-être à tout le parcours qu'il a parcouru. Il ne faut pas oublier que son père était un simple poseur de rails au chemin de fer, que lui-même a été apprenti chez un médaillé, ensuite il a suivi des cours du soir, il a enseigné les mathématiques, et puis de l'enseignement il est passé au journalisme, et puis du journalisme à la politique. Vous voyez, il a gravi comme ça un à un les échelons. Et puis, surtout aux yeux des Français, il est l'homme qui a perdu ses fils au champ d'honneur. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre de 14-18, sur 5 de ses fils, 4 sont tombés morts pour la France. Vous imaginez le destin un peu incroyable de cette famille. Ça y est, le convoi présidentiel est en vue de l'hôtel Salomon de Rothschild. La voiture n'est plus qu'à quelques encablures, comme dirait le capitaine Le Bigot. C'est ici que Paul Doumer a rendez-vous avec son destin. Comme son prédécesseur, il n'aime pas vraiment les mesures de sécurité qu'il a toujours pris soin d'alléger. Il y a quelques semaines, notamment lors de l'inauguration il a inauguré un nouveau centre en Seine-et-Oise, ce que nous appelons nous les Yvelines. Il s'est étonné de toutes les forces déployées pour le protéger. Et il a même eu cette réflexion: à mon âge, après tout, ce serait une belle fin que de mourir assassiné.
Il ne croyait pas si bien dire, le pauvre homme. À 15h sonnantes, la voiture entre dans l'hôtel particulier. Le président, qui n'a plus que quelques minutes à vivre, descend dignement. Il s'approche du petit groupe des organisateurs. Il reconnaît Claude Farrère, évidemment. L'écrivain, il faut dire, a fait un long séjour en Indochine à l'époque où lui-même était gouverneur général d'Indochine. Le cortège présidentiel grossi de quelques personnalités officielles s'engouffre dans le vestibule. On gravit l'escalier à double révolution qui conduit à l'entresol où sont réunis les auteurs. C'est là que sont tous les grands salons de réception. Ça n'a pas changé. L'hôtel n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Le président salue courtoisement. Il serre des mains, il glisse un mot gentil à l'un, il pose une question flatteuse à l'autre, bref, la routine du chef de l'État. M. Doumer pousse la sollicitude jusqu'à acheter quelques ouvrages qu'il tient absolument à régler sur ses propres deniers. Il est 15h10, plus que quelques secondes avant que tout ne bascule. Cette fois, le président et sa suite sont dans la deuxième salle, c'est celle du drame. Ils parviennent à hauteur de la table de Claude Farrère. Comme prévu, l'épouse de l'écrivain tend au chef de l'État l'exemplaire dédicacé par son mari. Monsieur Doumer tient à payer l'ouvrage, ce dont l'auteur s'offusque. Non, songez qu'on va vous bombarder de volumes. Il faut vous montrer économe, dit Claude Farrère. Ce sera le dernier échange. On entend 4 coups secs, 4 détonations métalliques. Le président dit curieusement « tout de même ». Et il s'effondre au sol sans qu'on puisse le retenir. Après le deuxième coup de feu, Claude Farrère a quand même eu le réflexe de détourner comme il pouvait l'arme du meurtrier et du coup lui-même a reçu la 3e balle dans l'épaule, ce qui provoque un saignement abondant. La 4e est allée se ficher dans le décor sans toucher personne. Qu'importe. Les 2 premières ont atteint le président presque à bout portant. Des inspecteurs de la sûreté aussitôt maîtrisent l'assassin qui maintenant se débat. La salle est complètement saisie d'effroi. Et pour autant, les gens ne vont pas céder à la panique. On a entendu quelques dames crier, mais dans l'ensemble, l'assistance reste plutôt figée dans un silence consterné. « Laissez-moi passer, je suis médecin », dit un homme en se frayant un chemin vers le président. Paul Doumer est étendu au sol. Il est maintenant raide, le visage blême, les traits crispés. Sa barbe est ensanglantée, le médecin l'ausculte brièvement puis se relève et il lance d'une voix étranglée « Mesdames, Messieurs, le président est mort ». En vérité, ce médecin se trompe, car le chef de l'État pour l'instant n'est que grièvement blessé. Il n'est pas mort encore. On décide de le transporter au plus vite à l'hôpital Beaujon qui à cette époque se trouve presque en face, derrière la petite place. Les internes de service constatent que le malheureux a reçu 2 balles, l'une à la base du crâne, l'autre à l'aisselle droite, une blessure bien mauvaise car en sectionnant l'artère humérale, ce 2e coup a provoqué une hémorragie considérable. On peut dire que la famille Doumer vient à ce moment-là de compter un 5e mort pour la France. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et la suite du récit de Paul Doumer sur Europe 1, Franck Ferrand. Le visage dévasté de Blanche Doumer, dont le calvaire se poursuit après le décès de 5 enfants, bouleverse l'opinion, écrit Maxime Tandonnet dans son Histoire des présidents de la République chez Perrin. D'ailleurs, 150 000 Français se rendent auprès de la dépouille de Paul Doumer, exposée au premier étage du palais. Le cortège funèbre porte l'inscription « Les fils du président Carnot au président Doumer ». Et oui, les fils d'un président assassiné à ceux d'un autre président assassiné. À l'issue d'obsèques nationales, en présence d'Albert Ier et du prince de Galles et d'une cérémonie religieuse à Notre-Dame, la dépouille du chef de l'État assassiné est inhumée le 12 mai, non pas au Panthéon comme Carnot, mais au cimetière de Vaugirard, auprès de ses enfants morts pour la patrie. Vous racontez vous-même, avec Arnaud Foch, Guillaume Perrault, dans Les présidents de la République pour les nuls, vous racontez le procès de Gorgouloff. Ça a été un moment très important de la vie de la Troisième République. Oui, effectivement, la grande question c'était: est-ce un fou, un déséquilibré isolé, ou est-ce un acte politique ? A-t-il des complices ? Y a-t-il un message politique ? Et en fait, on va conclure à l'acte isolé. Comme toujours, entre nous soit dit, dans ce genre d'affaires. D'un déséquilibré qui voulait attirer l'attention sur lui et avoir son heure de gloire. On sait en vérité qu'il était peut-être en lien avec un certain nombre de Russes blancs, ce qui jette sur cette affaire une lumière très particulière, mais ça, ce serait l'objet d'une émission entière, car c'est très complexe. C'est controversé. Et c'est très controversé, évidemment. Vous savez que j'aime bien les affaires controversées, moi. Alors, on vient d'assassiner pour la 2e fois un président de la République, il faut donc en élire un autre. Il ne faut pas oublier
qu'à l'époque, ce n'est pas la nation qui élit le président. Ce sont les représentants de la nation, c'est-à-dire ce sont les parlementaires qui vont se réunir en congrès à Versailles, et dans la salle du congrès de Versailles, on élit à chaque fois le président. Il y a parfois un grand nombre de tours de scrutin. Absolument, c'est dans l'aile du midi du château de Versailles. Et lorsqu'on regarde la statue de Louis XIV à gauche, voilà, pour les néophytes... C'est que la statue de Louis XIV, on l'a ravancée maintenant, mais enfin, elle est toujours là, mais très très en avant du château depuis quelques années. Et en effet, en 1932, c'est donc Albert Lebrun, qui est polytechnicien et ancien combattant de la guerre de 14-18, engagé volontaire, puisqu'il était député en 14, qui est élu. Alors, la postérité a été très sévère avec lui, parce que le malheureux était président en juin 1940. Donc, il a eu la très lourde charge de présider les conseils de ministres du gouvernement de Paul Reynaud sur les routes de la débâcle qui ont mené le gouvernement à Bordeaux. Mais on peut dire à sa décharge qu'il a considéré en juin 40 qu'il ne lui appartenait pas de faire prévaloir son point de vue, même en cas de crise nationale, à partir du moment où la majorité du Conseil des ministres se prononçait pour une autre politique. C'est quand même intéressant sur la conception qu'il se fait lui-même de la fonction présidentielle sous la troisième. Ça veut dire qu'il suit la majorité du Conseil en quelque sorte. C'est le plus effacé de tous. Poincaré n'aurait peut-être pas fait la même chose pendant la Première Guerre mondiale. En ce qui le concerne, il vient d'être réélu. Début 1939, il a tellement donné satisfaction que les parlementaires le réélisent pour un deuxième septennat, vite interrompu par la Deuxième Guerre mondiale. Et le général de Gaulle... Pour qu'il fût, c'est ça, citez-nous cette phrase extraordinaire. Oui, une phrase très sévère, trop sévère à mon avis. En somme, pour qu'il fût chef de l'État, il lui manquait deux choses. Qu'il fût un chef, qu'il y eût un État. Je trouve cette phrase absolument splendide. Une cruauté. Elle résume parfaitement le style du général de Gaulle. Sans borne. Alors justement, puisqu'on parle du général de Gaulle, dès juillet 40, les parlementaires vont voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc ce n'est plus la République française, il n'y a plus de Troisième République, ça devient le régime transitoire de l'État français. Simultanément, à Londres, le général de Gaulle, lui, entretient la flamme de la résistance. On va bientôt voir se créer à Alger un gouvernement provisoire de la République française, donc deux gouvernements français en quelque sorte concurrents pendant cette époque. Et puis, fin 44, ça y est, on va rétablir les choses. C'est toujours un gouvernement provisoire, ce qu'on a tendance à oublier, jusqu'à la Constitution d'octobre 46, c'est-à-dire la 4e République naît tard après la Libération. Absolument, ça a été une gestation très douloureuse, très laborieuse. Le premier projet de Constitution qui est élaboré par une assemblée constituante unique, dominée par le Parti communiste, la SFIO et le MRP, qui sont incapables... Une assemblée très à gauche. Une assemblée très à gauche. Les trois grands partis sont incapables de se mettre d'accord. Plus exactement, le MRP désavoue le projet de constitution. MRP, c'est les chrétiens démocrates. Les chrétiens démocrates qui drainent, faute de formation plus à droite, l'essentiel de l'électorat de droite à ce moment-là, et qui devient un parti très important. Eh bien, il y a des accords entre ces trois partis. La gauche est donc seule à porter sur les fonds baptismaux ce premier projet de constitution qui, à la surprise générale, est rejeté par 53% des Français par référendum en mai 46. Oui. Et donc, deuxième élection législative pour une deuxième constituante, c'est interminable, alors que le pays est en ruine, que les Français ont faim. Au tout début de reconstruction, on a encore les tickets de rationnement à l'époque. Absolument, on les aura jusqu'en 49 et les Français mangent encore plus mal que sous l'occupation. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu l'aide alimentaire des États-Unis, c'était la catastrophe en 46. Et finalement, les trois grands partis se mettent d'accord, la gauche fait quelques concessions. On redonne au président de la République dans les institutions ses prérogatives traditionnelles comme le droit de grâce, dont il avait été dépouillé dans la première version du projet. Et finalement, c'est Vincent Auriol, socialiste, fidèle de Léon Blum entre tous, qui est élu président de la République en janvier 1947. C'est le premier président socialiste. C'est le premier, absolument. Alors ce président de la République est très marquant. Il faut dire que les institutions de la 4e ne donnent pas au chef de l'État de prérogatives beaucoup plus grandes que celles de la 3e République. On pourrait même dire que institutionnellement, il est encore plus en retrait. Mais la personnalité de Vincent Auriol, comme on dit, cette personnalité va néanmoins asseoir la figure du président de la République. Absolument, sa personnalité et les circonstances. C'est la guerre froide, le régime est confronté à une double opposition, des communistes sur la gauche et des gaullistes sur la droite. Donc une opposition très dure. En 1947, aux élections municipales, le RPF, c'est-à-dire le parti que le général de Gaulle vient de lancer, fait 40 à 45% des voix. C'est donc vraiment un raz-de-marée. Et
Auriol incarne les gouvernements dits de troisième force, c'est-à-dire ces combinaisons ministérielles soutenues, Qui souvent durent pas très longtemps. qui sont très éphémères, et mais où on retrouve à peu près les mêmes personnalités, les représentants des mêmes partis, et qui vont de la SFIO à gauche, ensuite en passant à l'UDSR, le petit parti de François Mitterrand et René Pleven, jusqu'aux démocrates chrétiens au centre, et à la droite, des modérés et des indépendants de M. Pinet. C'est là les familles politiques qui vont gouverner la France de 1947 à 1958. Alors, le président Auriol, lui, va aller jusqu'en 53. Le président Coty, donc, en 54, c'est ça, est élu... Alors, il est élu en décembre 53, il entre en c'est ça. fonction en janvier C'est 54. ça. Et donc, c'est le dernier président, il n'y a eu que 2 présidents de cette 4e République. René Coty, on ne peut pas dire qu'il ait laissé une très très grande marque, lui, en revanche. Ce n'est pas une empreinte majeure. Je vais endosser, cher Franck, la robe de l'avocat. Alors, allons-y. Si vous me permettez, vous qui aimez les polémiques, car il a été ressuscité, sa figure a été ressuscitée pour les jeunes générations grâce à un film fameux désormais, OSS 117, Ah ben oui, avec Jean Dujardin. On se souvient qu'au Caire, il donne en souriant la photo de René Coty, du président Coty, un grand homme qui marquera l'histoire, à tous ses interlocuteurs égyptiens qui se demandent quel est cet Olybrius. Mes étudiants, lorsque je leur parle de Vincent Auriol, restent absolument quoi pour eux, ça n'évoque rien, mais quand je leur parle de René Coty, tout le monde rigole grâce à cette anecdote. Alors, c'est d'abord, il faut dire que c'est un homme très modeste, très humble, je veux dire, de caractère, catholique très discret mais convaincu, qui a une exigence morale incontestable, qui a été engagé volontaire en 14, qui tient un journal intime à l'Élysée. Oui, c'est un monsieur très digne, personne ne dira le contraire. Très digne. Un journal intime tout à fait étonnant, d'humilité, d'interrogation. Il s'efforce en Conseil des ministres d'incarner l'opposition absente pour apporter l'objection au président du Conseil. Il a le mérite, ne l'oublions pas, d'appeler Mendès France à Matignon. Oui, c'est vrai. Après Dien Bien Phu en mai-juin 54. Même si c'est une expérience là encore très éphémère. Mais... C'est une expérience très éphémère, mais qui marquera... Merci Edgar Faure, enfin ça nous entraînerait loin. D'une part. Et par ailleurs, il est tout à fait conscient de l'impuissance du régime face à la guerre d'Algérie qui prend de l'ampleur. Et de la perte de crédibilité des institutions dans l'opinion qui est tout à fait évidente à partir du moment où le gouvernement Mollet chute au printemps 57. Je vous vois venir, vous allez me dire qu'il a eu au moins le mérite de céder gentiment la place au général de Gaulle. Pas seulement, il a eu le souci d'éviter la guerre civile, tout simplement. Et il a considéré que son rôle de garant de l'unité nationale exigeait de forcer la main aux parlementaires, puisqu'il a mis sa démission dans la balance pour faire accepter son appel au général de Gaulle, qui devient, en mai 58, le dernier président du Conseil de la 4e République. Et il sera bien sûr le premier président de la 5e République, dont nous parlons dans un instant, avec le président du Conseil constitutionnel. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. À l'occasion de la journée spéciale François Hollande, un an après sur Europe 1, Franck Ferrand évoque pour vous les présidents de la République et son invité pour cette dernière partie est Jean-Louis Debré. Nous avons en ligne le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui est le fils de Michel Debré, le rédacteur de la Constitution de la 5e République et longtemps Premier ministre du général de Gaulle. Le président Debré, évidemment, a connu tous les présidents de la 5e République et il consacre avec Philippe Laurin au président de la République un très bel ouvrage. Philippe Laurin a fait toutes les illustrations qui sont essentiellement des aquarelles, des crayons gras. C'est très spectaculaire. Et bien entendu, sur la couverture, vous n'avez que les présidents de la 5e République. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous avez choisi exprès de ne montrer que les présidents de la 5e en couverture ? Oui, parce que c'était les derniers, mais il y a une filiation entre tous ces présidents, car ils ont, depuis Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 jusqu'à aujourd'hui, ils ont été les présidents d'une république naissante, puis d'une république installée, puis d'une république qui échouait, c'était la 4e République, puis de la régénération de la République avec la 5e République, et puis les présidents de l'alternance. Et donc, c'est l'histoire de la France à travers la République. Alors, pour finir cette émission avec vous, ce que j'aimerais, c'est que nous évoquions précisément les présidents de la 5e République. Oui. Vous savez que la presse a pris l'habitude, pour désigner le régime de la 5e République, d'utiliser un oxymoron. On parle de monarchie républicaine, et je sais, parce que j'en avais parlé avec lui il y a quelques années, je sais que votre père n'aimait pas du tout cette appellation de monarchie républicaine.
Je ne sais pas. En réalité, ce qu'ont voulu instaurer les constituants de 1958, c'est un chef de l'État avec une légitimité, une autorité. Et cette légitimité, elle est issue du suffrage universel. Et chaque président a conféré à sa présidence un style. Oui, et sûr. Je trouve que le terme de monarchie républicaine est une idée qui va bien, sous réserve que dans une monarchie, la transmission du pouvoir, elle est héréditaire. Or là, la transmission du pouvoir, elle est républicaine, c'est-à-dire suffrage. Alors, comme vous parliez de style de chaque présidence, évidemment, le caractère de chacun de ceux qui ont occupé cette magistrature suprême depuis 1958. À la fois le caractère et les rapports de force politique. Et oui. Parce que ce qu'ont voulu, et c'est la caractéristique que les commentateurs ne mettent pas souvent en valeur de la Ve République, c'est que les constituants ont voulu une constitution souple, qui permette les adaptations. Et je prends un exemple. Le président de la République est chef des armées, le Premier ministre responsable de la défense nationale. Il y a une cohabitation prévue. Et oui. Alors, évidemment, on peut dire que le régime a évolué. J'entendais l'autre jour le président Giscard d'Estaing interviewé par Frédéric Tadei, qui disait que, étant donné un certain nombre d'évolutions, l'abolition de la peine de mort, l'arrêt des essais atomiques, la réforme du quinquennat, la marge de manœuvre du chef de l'État était restreinte par rapport à celle qu'il avait lui-même connue lorsqu'il était en fonction. Alors, il est plus capable de moi de dire ça. Je crois que ce qui restreint aujourd'hui considérablement la marge de manœuvre des politiques, c'est la construction européenne. Oui, c'est ça. Et quand vous pensez que vous avez la grande majorité des lois qui ne sont que les transcriptions de circulaires, de directives européennes, vous voyez par exemple que le pouvoir législatif est donc restreint, que le pouvoir économique dans lequel le président de la République peut donner une impulsion, il s'intègre dans un certain nombre de directives voulues par Bruxelles. Donc c'est là le grand changement par rapport à il y a quelques années. Oui, évidemment. Alors, après le mandat, chaque président devient membre de droit du Conseil constitutionnel. Pour l'instant. Oui. Que veut dire cette réponse? Vous pensez que ça va évoluer, ça va changer? Parce que j'ai vu les propositions émises par le président de la République, publiquement, et qui dit qu'il voudrait que cette règle cesse. Les choses sont claires, si vous voulez. Quand j'ai pris le Conseil constitutionnel, il rendait de l'ordre de 20 décisions par an. Oui. Nous en rendons plus de 250. Eh oui. Le rythme de travail, le rythme est souvent incompatible avec le statut de président de la République, d'ancien président de la République. Deuxièmement, nous sommes astreints à un devoir de réserve. Je ne m'exprime pas sur la politique française, nationale ou internationale. Or, comment priver les Français de l'expérience des anciens présidents de la République, qui aujourd'hui sont de plus en plus jeunes et qui doivent pouvoir dire ce qu'ils pensent de la politique suivie par leurs successeurs ou par quiconque. Et donc, les mettre dans le système du Conseil constitutionnel, c'est les empêcher de pouvoir s'exprimer. Oui. C'est vrai que ça mérite en tout cas qu'on y réfléchisse. Merci beaucoup Jean-Louis Debré. Je rappelle le titre de votre ouvrage avec Philippe Laurin qui l'a illustré. En tête-à-tête avec les présidents de la République, c'est édité chez Grund. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord, vous, Guillaume Perrault, sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que les anciens chefs de l'État ne participent plus aux délibérations du Conseil constitutionnel? Oui, parce que le Conseil constitutionnel a changé de nature. Il devient peu à peu une Cour suprême. Ça a commencé dans les années 70. Ça s'est affirmé depuis 2008 avec une nouvelle procédure qu'on appelle dans le jargon la question prioritaire de constitutionnalité qui permet de contester une loi en vigueur. Et donc, vous, moi, n'importe quel justiciable, pouvons aujourd'hui nous adresser au Conseil constitutionnel. Alors, il est certain que si en face de nous, on a un ancien président de la République, alors qu'on conteste une loi qui a été adoptée pendant son septennat, même si... Son quinquennat désormais, son mandat, même s'il prend sur lui de ne pas siéger, ça peut poser un problème d'impartialité. Oui.
Donc, a priori, c'est une réforme qui est en cours et qui aura lieu. Alors, je signale que dans votre ouvrage, Les présidents de la République pour les nuls, qui est donc publié chez First, dans la célèbre collection Pour les nuls, vous consacrez presque la moitié du volume à la Ve République. Et là, je ne vous en ai pas fait parler du tout, puisque nous étions avec Jean-Louis Debré. Mais bien entendu, vous entrez dans tous les détails et toutes les anecdotes de septennat, parfois très marquants. Plus marquants qu'on ne penserait d'ailleurs. Je pense à ceux du président Giscard d'Estaing, par exemple, que vous mettez en avant. Oui, Giscard d'Estaing est peut-être le plus mystérieux pour moi de nos présidents. Je vous fais une confidence, j'ai fait de la gymnastique à l'école communale sous son regard bienveillant. Puisque alors ça marque une vie. Ça marque une vie. Quand on saute à l'élastique sous le regard bienveillant de Giscard, c'est quelque chose que l'on ne peut pas oublier. Les présidents de la République pour les nuls, d'Arnaud Folch et Guillaume Perrault, c'est donc édité chez First. Merci beaucoup de nous avoir parlé de toute cette magnifique galerie de présidents. Merci.